getting a picture on the TV. Have you got a good picture? There's a great deal of contrast in it, and currently it's upside down on our monitor, so we can make out a fair amount of detail. Coming down the ladder now. Okay, I just checked. Les premiers voyages spatiaux furent bien plus qu'une course entre deux puissances mondiales. Contre toute attente, l'esprit de conquête des explorateurs de l'espace fut détrôné par une intense émotion. Une sensation provoquant parfois chez les astronautes un choc qui les affecte profondément. Un sentiment de protection et de fascination prend vie pour leur terre-mère. Cette émotion influença l'esprit d'un scientifique qui formula une surprenante hypothèse, l'hypothèse Gaïa. Ce scientifique avait la certitude que tous les êtres humains, les animaux et les systèmes font partie d'une même entité vivante. Une entité qu'il nomma Gaïa, grande divinité des premiers Grecs, redoutable et toute-puissante terre, mère de toute vie. Oh
Lovelock, père de l'hypothèse Gaïa, étudia l'évolution de la vie et de la Terre depuis leurs origines. Quand il constata plusieurs anomalies. Des étrangetés qui jamais auparavant n'avaient été expliquées. Comment se fait-il, par exemple, que l'atmosphère de la Terre s'est modifiée après que la vie soit apparue ? Pourquoi la vie ne s'est jamais éteinte alors que le Soleil est de plus en plus intense depuis 3 milliards d'années ? James Lovelock chercha des réponses avec l'hypothèse Gaïa et proposa alors au monde un nouveau regard sur la vie. Pour lui, les êtres vivants participent à la modification de leur milieu, et ce, dans le simple but de préserver la vie. James Lovelock pensa que l'ensemble des êtres vivants pouvait être considéré comme un être unique, qui, pour ses besoins vitaux, est capable de modifier l'atmosphère et la température de la Terre. Il perçut la planète comme un super-organisme vivant qui s'autogère pour favoriser la vie. Dans la nature, il existe des super-organismes à plus petite échelle qui partagent avec Gaïa les mêmes mécanismes. Ce concept de super-organisme fut inventé par un entomologiste. Pour lui, une fourmilière a les mêmes capacités qu'un mammifère. Il écrivit que tout se passe au sein de la colonie, comme si chaque fourmi était une cellule d'un corps unique. Seules, elles ne sont pas capables de survivre. Mais ensemble, elles trouvent leur force. Une fourmi n'a apparemment aucune connaissance des objectifs qu'elle réalise. Au contraire de la colonie, qui par des connexions qui nous restent encore secrètes, sait toujours ce qu'il reste à faire. C'est donc les multiples interactions entre les fourmis qui créent l'intelligence de la colonie. Gaïa peut être vue comme une gigantesque fourmilière, où les fourmis sont remplacées par toutes les espèces.
Un être vivant va avoir un impact local sur son environnement. Mais c'est l'ensemble des interactions entre espèces qui contribuent à une symbiose planétaire. Comme par exemple, tenir la température à une constante optimale pour la vie. Que ce soit Gaïa ou les colonies d'abeilles, les deux vont réguler leur température de manière à améliorer leur descendance. Chez le superorganisme qu'est la colonie d'abeilles, chaque corps régule sa propre température, et ainsi la chaleur de l'essaim est contrôlée. Le nid va témoigner de cet effort, à la fois individuel et collectif des abeilles, pour réguler la température moyenne du nid. Car la précision de la forme des alvéoles permet de réchauffer les cellules des nymphes avec une bonne répartition de la chaleur. Plus la température est stable, mieux se portera la prochaine génération. Les nouvelles abeilles deviennent ainsi plus performantes et réalisent de meilleurs alvéoles. C'est ainsi que se crée un cycle. Et chacune de ces boucles vont permettre de maintenir un état de plus en plus stable. James Lovelock réutilisa cette idée de boucle optimisante pour son hypothèse. Pour lui, Gaïa est capable de réguler sa température par le biais des êtres vivants. Il essaya, malgré les technologies de l'époque, de développer un modèle informatique qui prouve son hypothèse. Un modèle qu'il nomme Daisy World. Imaginez une planète comme la Terre à son origine, mais sans océan et avec un climat simple, où l'unique variable est la température. La vie y apparaît lorsqu'il fait 5 degrés à la surface et disparaît au-delà de 40 degrés. Les seules espèces qui s'y trouvent sont les pâquerettes, qui vont avoir l'aisance de conquérir tout l'espace. Sur Daisy World, les pâquerettes ne s'inquiètent pas de l'intensité du soleil qui augmente, car grâce à elles, la température est maintenue à 20 degrés, idéal pour leur croissance. Mais comment est-ce possible ? Eh bien c'est simple. Il y a 3 types de pâquerettes, les noires, les grises et les blanches. Les noires vont absorber beaucoup de chaleur et sont là plutôt quand il fait froid. Les blanches vont réfléchir la lumière du soleil et préfèrent quand il fait plus chaud. Et puis les grises, eh bien, un peu des deux. C'est avec ces 3 concurrents que débute la grande compétition pour conquérir l'espace de Daisy World. Le soleil commence à chauffer et la vie fleurit. Les noires sont les premières à sortir et recouvrent tout de suite la planète. Comme elles emmagasinent bien la chaleur, la planète se réchauffe plus vite, jusqu'à arriver à une température idéale de 20 degrés. Les grises et les blanches décident donc de profiter des bonnes conditions pour se frayer un chemin et tentent de détrôner les pâquerettes noires. Mais le soleil est de plus en plus chaud et les pâquerettes noires absorbent trop de chaleur.
Elles laissent alors leur place aux blanches, qui refroidissent l'atmosphère grâce à leur capacité de réflexion. Finalement, elles seront les dernières à pouvoir maintenir une température constante de 20 degrés, même si l'intensité du soleil est beaucoup plus élevée. Pour les deux autres, la course se termine là. Sans le savoir, les pâquerettes en compétition auront réussi à contrôler le climat global de leur planète en s'offrant un maximum de confort. Tout semblait plausible grâce au modèle informatique Daisy World. Mais l'explication restait simplifiée et virtuelle. Loin de la complexité du réel. Si James Lovelock voyait la Terre comme un organisme vivant, d'autres, quant à eux, restaient perplexes. Une majorité de la communauté scientifique reprocha à cette hypothèse de ne pas être valable du simple fait qu'elle ne pouvait pas être testée. De plus, pour eux, elle négligeait la rigueur scientifique. L'hypothèse Gaïa ne pouvait donc pas être prouvée dans les règles de l'art. Et les arguments avancés par James Lovelock finirent par être fragilisés. Pourtant, en partie grâce à Daisy World, l'hypothèse Gaïa rencontra un succès, entre autres auprès des climatologues. Comprendre que la Terre s'autorégule grâce aux êtres vivants a initié chez eux une réflexion. Une réflexion selon laquelle l'activité d'une espèce dominante pourrait avoir des conséquences sur le climat. Si l'hypothèse fut autant controversée, c'est qu'elle allait à l'encontre du modèle de pensée dominant. Un modèle selon lequel les sciences sont séparées en disciplines distinctes. Pour le philosophe Edgar Morin, ce concept a permis au siècle des Lumières de naître. Mais il a aussi rendu aveugle la science moderne. Pour lui, la connaissance doit avoir aujourd'hui des instruments, des concepts fondamentaux qui permettront de relier, de retisser les liens entre les sciences pour comprendre un tout complexe. James Lovelock, avec l'hypothèse Gaïa, relia l'eau, l'air, la terre, les arbres de la forêt tropicale, les baleines, les bactéries. Tous sont liés les uns aux autres par une seule entité, la Terre. L'homme y est à la fois le plus puissant, mais aussi plus fragile que jamais. Au-delà de son aspect scientifique, Gaïa invite à la modestie. Il n'existe plus aucune frontière qui sépare les organismes dits supérieurs des autres. Durant les 2 premiers milliards d'années de la vie sur Terre, seules existaient les bactéries. Elles continuent aujourd'hui d'assurer les échanges indispensables à la survie de la biosphère. L'homme lui-même
détient 10 fois plus de bactéries qu'il ne possède de cellules. Elles y maintiennent un environnement prospère pour se développer. L'homme est alors un super-organisme, lui-même inclus dans un autre super-organisme, la Terre. En habitant le corps humain, les bactéries ne sont-elles pas sur le point de conquérir d'autres planètes et d'étendre le domaine de Gaïa ?